Le phénomène des grossesses en milieu scolaire prend des proportions inquiétantes dans les établissements primaires et secondaires de Côte d'Ivoire. Pour l'année écoulée, environ 5075 cas ont été enregistrés selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les filles du primaire et du secondaire sont touchées avec une prédominance dans la tranche d'âge de 11 à 15 ans, soit 77%. Bondoukou, la cité des 1000 mosquées, chef-lieu de région du Gontougou, est fortement touchée par ce phénomène. Ma cousine, elle avait 16 ans. Elle est tombée enceinte l'an passé. Elle est en 3e. Maintenant, elle a accouché. Donc, cette année, elle ne peut pas aller à l'école parce qu'elle a eu l'enfant. L'année passée, j'étais avec ma camarade. La 3e, elle était enceinte. Le jeune a refusé la grossesse. Cette année, elle est au village. Une de mes soeurs, l'année passée, elle a passé longtemps en 6e. Donc, au milieu de l'année scolaire, on constate qu'elle était enceinte. Donc, elle a arrêté les cours. Pour résoudre la question, les proviseurs des lycées modernes 1 et 2 de Bondoukou décident de mettre en place des comités de veille animés par les élèves. Le comité est composé du club de santé et des personnels. Et le club de santé, qui est le comité de veille, a été formé par la DEMOS l'année passée pour leur apprendre les techniques de sensibilisation. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les médecins, les personnes extérieures, mais cette stratégie de l'enseignement sexuel est intégrée dans le programme à travers des leçons de vie. Selon les élèves, ces comités de veille fonctionnent correctement. Au niveau du club, nous organisons des séances de sensibilisation, des sketchs pour lutter contre ces fléaux. Et puis aussi nous organisons des séances de sensibilisation en passant dans les différentes salles pour informer nos amis sur les méthodes contraceptives afin d'éviter ce phénomène. Être élève et puis tomber enceinte ne présente pas une bonne image auprès des parents. Donc la grossesse, une idée après les études. Pour les responsables de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bondoukou, la mise en place des comités de veille et des clubs de santé a permis de réduire le taux de grossesse au secondaire et au primaire. Nous avons demandé à ce que des comités de sensibilisation soient mis sur pied dans les écoles comme dans les IEP. Et je crois que c'est ça qui nous permet aujourd'hui de constater cette légère baisse-là. Et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous ne sommes pas satisfaits de cette baisse-là qui est minime. Nous allons redoubler d'efforts pour qu'il y ait une baisse drastique de ce phénomène-là dans la région du Gontougou. Au lycée moderne 1 de Bondoukou, de 11 cas de grossesse en 2014, on enregistre après le premier trimestre en 2015 2 cas. Au lycée moderne 2 de Bondoukou, de 25 cas en 2014, on enregistre 6 cas après le premier trimestre. Dans certains établissements primaires de Bondoukou, aucun cas de grossesse enregistré. Depuis l'année passée, jusqu'à ce jour, on n'a constaté aucun cas de grossesse. En tout cas au niveau du primaire, surtout du groupe scolaire sud. Tous les acteurs du système éducatif de la région de Bondoukou, avec à leur tête le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, luttent pour éradiquer ce phénomène en vue d'atteindre 0 cas de grossesse à Bondoukou. Le système de santé ivoirien fait encore face à certaines contraintes, entre autres une insuffisance dans la qualité des prestations sanitaires, une faible accessibilité des pauvres aux services de santé. Pour remédier à tout cela, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère en charge de la santé, vient de signer un contrat cadre avec les partenaires de la santé. Ce contrat, dénommé Précompact, est un accord pour soutenir la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire, PNDS. En signant le Précompact, plusieurs avantages s'offrent à nous tous, acteurs du secteur de la santé, notamment le financement prévisible à long terme pour la pérennisation des acquis en termes de performance et d'engagement des bénéficiaires. Une plus grande responsabilité mutuelle dans l'obtention des meilleurs résultats grâce à une meilleure utilisation des fonds disponibles. Doter la Côte d'Ivoire d'un tel document nous paraît capital pour la marche vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Ce document cadre permettra de mieux positionner l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, d'accroître cette visibilité
et l'attention au niveau international pour générer de nouveaux partenariats. La finalité de ce contrat est d'harmoniser les appuis dans la mise en œuvre des priorités du PNDS 2015, puis de faire la revue annuelle et l'évaluation du PNDS 2012-2015, ce qui permettra d'élaborer le prochain plan national de développement sanitaire 2016-2020. Ce projet s'inscrivant dans le plan national de développement, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement tient à l'accompagner. La prochaine étape sera celle de la signature du compact national. Marie-Ella Kwaku et le livre Une histoire presque héréditaire. Inspirée par sa mère qui fut professeure de lettres modernes pendant 20 ans, Marie-Ella avait pour exercice favori à l'école primaire l'expression écrite et aimait également raconter des histoires fantastiques. À 11 ans, elle traduisait les contes baoulés de sa grand-mère en français, à qui elle a promis de les éditer au moment opportun. C'est donc tout naturellement qu'elle vient de présenter au monde littéraire sa deuxième œuvre, La guerre des clans. Un recueil de nouvelles qui dénonce les maux de la société. Dans la guerre des clans, j'invite à la paix. J'invite à reconsidérer la question du bonheur dans notre société. Par la guerre des clans, je veux inciter à une autre guerre, mettre fin à tout ce qui est dissension au sein d'une famille, au sein d'une tribu, au sein des hommes. Du haut de ses 20 ans, Marie-Ella donne une leçon de vie au lecteur en se faisant le porte-voix des opprimés pour participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Un engagement salué et encouragé par les différents intervenants qui ont ajouté que la jeunesse a besoin de modèles et Marie-Ella en est le parfait exemple. Pour ses amis et parents, rien n'est étonnant. Marie-Ella était prédestinée à devenir une écrivaine. À vrai dire, je ne suis pas surpris pour ces œuvres qu'elle a fait sortir parce que depuis la classe de seconde, elle a commencé à prendre les plumes et écrire. Marie-Ella, c'est une fille qui a toujours aimé bosser, une fille plutôt bien. Elle a toujours aimé la lecture. Elle parlait de ça depuis avant qu'elle commence à publier et tout. Elle fait part de ses idées. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs histoires. En 117 pages, Marie-Ella aborde 5 nouvelles. Également auteure de Agula, femme du peuple, édité aux nouvelles éditions Balafon, Marie-Ella Kwaku est étudiante en génie chimique et est titulaire d'un BTS en mine géologie et pétrole et d'une licence professionnelle en géosciences. L'affiche est alléchante. Alpha Blondy, Morgan Heritage, Kojo Antwi, Kimani Marley, Ferdwall et bien d'autres sont les artistes retenus pour le premier rendez-vous du Festival international de reggae d'Abidjan dénommé Abi Festival. Il est prévu pour se tenir le 9, 10, 11 et 12 avril prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Ce festival vise non seulement à célébrer le dialogue culturel, mais aussi et surtout à démontrer qu'Abidjan reste et demeure la 3e capitale mondiale du reggae. On se rend compte de la place qu'occupe cette musique en Côte d'Ivoire. Il y a des villages ici qui vivent, mais alors comme en Jamaïque. Et vous avez des passionnés de cette musique qui vivent en communauté. Et tout ça a besoin d'être connu. Les reggaephiles ont apprécié la mise en place de ce grand rendez-vous culturel dans la capitale économique. C'est une ONG qui a été créée pour soutenir des orphelins, pour aider à équiper des établissements. Je suis là aussi parce que je considère que c'est une cause noble. Je suis content, on mérite ça, ça ne m'étonne pas parce qu'on fait bien le reggae. Je pense qu'à travers ce festival, on va essayer de les aider. Et ceux qui seront les plus travailleurs pourront obtenir des scènes internationales. Abi Festival se déroulera tous les 2 ans à Abidjan. Du 21 au 25 avril 2015, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va bouger au rythme du festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA. Autour du thème intégration et rapprochement des peuples, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se pose comme le partenaire institutionnel idéal pour un événement qui rassemble chaque année des artistes de renom sur une même scène pour des spectacles, des actions humanitaires et des activités sportives. Le message qu'envoie ce festival est le même que prône notre communauté. Nous voulons que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
devienne une communauté des peuples. Et nous voulons nous associer à notre peuple. Et nous pensons que par cette manifestation, nous redisons les valeurs de la CEDEAO, qui sont la solidarité, qui sont le dynamisme, qui sont l'unité, qui sont l'espoir en une Afrique qui gagne. Au cours de la conférence de presse de lancement en France, il est revenu au commissaire général du festival, Salif Traoré, dit à Salfo, lead vocal du groupe Magic System, par ailleurs ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et ambassadeur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, avec à ses côtés Fally Ipupa et Smarty, d'annoncer les grands axes du FEMUA 8. Au plan culturel, 14 artistes dont 9 de la sous-région et 5 autres venus d'horizons divers vont défiler sur les scènes de Makori Anoumabo, de Koumassi et de l'Institut français d'Abidjan. On assistera ainsi à un FEMUA 8 délocalisé une fois de plus. Le festival va rester collé à son principe premier, celui de faire du social. Cette année, la construction d'une école est prévue dans l'ouest de la Côte d'Ivoire grâce à l'un des partenaires du festival. Sur le plan sportif, en plus du traditionnel cross populaire qui a lieu chaque année, il est prévu un tournoi de football Maracana dénommé Tournoi de la CEDEAO. Pour cette nouvelle édition, un volet scientifique sera à l'honneur à travers des rencontres et une table ronde pour débattre des questions des industries culturelles, nouveau levier de croissance sur le continent africain. Des stocks de nourriture avariés, du matériel cassé, des blessures physiques, les conséquences des violences qui ont déchiré certains townships sud-africains il y a un mois sont toujours visibles. Mohamed Hassan, propriétaire somalien de magasins, est l'une des victimes des attaques de pilleurs. They say, we know you are the boss of the shop. You stay here more than on one here. Ils ont dit, nous savons que tu es le patron de ce magasin. J'y suis depuis 1 an. Ramène du liquide ou tu vas mourir. Ils ont dit ça. Après, ils m'ont frappé les jambes avec une machette, des barres de fer, et je suis tombé à terre. Les pilleurs ont ciblé les magasins tenus par des étrangers, africains ou asiatiques. Beaucoup ont dû fuir et se réfugier chez des proches. Certains commencent à retourner sur place, mais la plupart ont trop peur. Je ne sais pas où aller, dormir, manger, vivre. Je ne sais rien. Nous ne sommes pas rien, mais nous ne faisons rien. Nous ne pouvons pas retourner chez nous. Hier encore, ils se sont attaqués à d'autres magasins ailleurs. Donc nous avons toujours peur. Nous n'avons plus de stock de toute façon. Les pillages ont commencé suite au meurtre d'un adolescent, accusé de voler et tué à bout portant par un épicier somalien. En une semaine, la police a arrêté près de 200 personnes. Pour les commerçants, il s'agit d'attaques xénophobes. Mais les autorités, elles, les considèrent comme purement criminelles. Je pense qu'il s'agit d'activités criminelles, mais il y a des problèmes culturels. Il y a de l'hostilité entre les différents commerces, entre les communautés. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte dans ces violences. L'association de la diaspora africaine a organisé une marche de solidarité avec les immigrés dans le centre de Johannesburg. Une marche qui a mal tourné quand la police l'a décrétée illégale. La violence anti-immigrants est un problème récurrent dans les townships défavorisés en Afrique du Sud. La pauvreté et le chômage alimentent régulièrement la frustration de certains habitants. Premier pas vers l'application de l'accord de paix Minsk II. L'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes ont procédé samedi à un important échange de prisonniers, signant dans la foulée un accord sur le retrait d'armes lourdes de la ligne de front. Kiev accuse toutefois encore les rebelles pro-russes de poursuivre dimanche leur offensive près de Mariupol. Par ailleurs, un attentat terroriste présumé a fait 2 morts et une dizaine de blessés lors d'une marche patriotique à Kharkiv.